Salut tout le monde, bienvenue sur Snack. Aujourd'hui, on accueille Ronald Gregor, un nettoyeur de l'extrême. Il va nous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur son métier, entre syndrome de Diogène et appart de personnes décédées à nettoyer. Comme tous les vendredis, on prend l'apéro avec quelqu'un pour en apprendre plus sur sa vie, son histoire, son métier, ses passions. N'hésitez pas à nous suivre pour nous soutenir. Et on démarre tout de suite avec Ronald. Ronald, salut. Bonjour. Ça va bien? Super. Oh, je vais te poser d'abord différentes questions, ça va pour briser un peu la glace. Ok. T'as quel âge? 44 ans. Depuis quand tu fais ce travail? Depuis 2019. 2019. C'est quoi ton record de kilos de détritus dans une seule maison? Une approximation. 17 tonnes. T'as déjà retrouvé des personnes ou des animaux morts en faisant ton métier? Des animaux, oui. Ok, on va en parler après. Évidemment, c'est pas un métier facile, hein. Tu me le disais en off. Tu gagnes bien ta vie. Ça va. Ok. C'est quoi le plus dur dans ton taf? C'est l'organisation. L'organisation, d'accord. Parce que Oui. tu as beaucoup de nettoyage tous les jours, je suppose. Voilà, il faut rester dans le time. Et bon, quand il y a quelque chose qui est prévu, il faut le faire. Et il faut être là au jour précis. Et Tu as beaucoup de demandes avec ta société CR Cleaner. il y en a quand même pas mal, oui. Tu as quel sentiment quand tu viens de faire un nettoyage et que tout est propre? C'est une satisfaction énorme. Et c'est un peu pour ça que je fais ça aussi. Ok, c'est un sentiment de plénitude quand tu as fait ça et que tu es arrivé à bout d'un nettoyage comme ça. Ouais. Il y a un apaisement pour moi qui a remporté le challenge et un apaisement pour les gens qu'on a su aider. Tu as déjà dû abandonner un nettoyage? Non, c'est jamais arrivé. Jamais. Tu es toujours allé au bout, On a toujours été au bout de tous les challenges. quoi qu'il arrive. Ton métier te plaît? Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Tu te vois plus comme un homme d'entretien ou bien un aventurier? C'est comme plus aventurier. Ouais, c'est quand même plus aventurier. Terrain inconnu, évidemment. Terrain connu, terrain miné, terrain tout ce qu'on veut. T'as tous les déjà jours dû différents. nettoyer une maison de personnes que tu connaissais ou d'une personne connue? Oui. C'est déjà arrivé? Oui. Ok, on dira pas les noms, hein, évidemment. Non. Tout ça est confidentiel, évidemment. T'es maniaque? Très, oui. Ouais, chez toi c'est super clean. Ça doit être tip top. D'accord, c'est pour ça que tu fais ce taf aussi, C'est ça, certainement. voilà, oui. Ok. Ronald, on va commencer avec une première vraie question où tu peux bien développer cette D'accord, fois-ci. oui. C'est quoi la maison où tu t'es dit, ok, là, je viens d'accomplir une tâche gigantesque. Combien de tonnes de détritus? Explique-nous un peu la situation dans laquelle tu t'étais retrouvé. Bon, ça, je me suis déjà posé cette constatation-là plusieurs fois. Hein. Bon, on a parfois régulièrement de très grosses situations. On a eu une grosse situation une fois sur Namur qui était pas spécialement syndrome de Diogène, mais c'était plus accumulateur compulsif. Donc, ce sont des gens qui gardent tout sur plusieurs générations et qui entassent absolument tout. Ok. Donc ils vont ranger convenablement les sacs du paix qu'ils ont été achetés, les sachets de frites ou de fricadelles, enfin tout, absolument tout. Donc de cette maison-là, on y a retiré 17 tonnes. 17 tonnes de détritus. 17 tonnes, oui. Ça équivaut à combien de sachets poubelles, ça? Oula, je pense que c'est pas chiffrable. Ouais. C'est déjà pas mal. Ça a été travail au container, évacuation camionnette, il y a eu... Ah ouais, et les gens vivaient dedans? tout à fait, oui. Ok, d'accord, au milieu des détritus, quoi. Oui, c'est ça. Et alors, t'es appelé en fait sur ce type de nettoyage par des communes, des CPAS, des privés qui veulent revendre leur maison. Comment ça se passe? Je suis appelé à peu près par tout le monde. Partout qui veut m'appeler, je viendrai. D'accord. Et là, en l'occurrence, à Namur, avec les 17 tonnes, c'était quoi? C'était pour une agence immobilière. Une agence immobilière qui voulait revendre alors le bien et que Tout à tout fait, soit oui. clean, quoi. Oui. Ok. T'es arrivé à bout de ce nettoyage-là en combien de temps? Oh oui, là, on est quand même resté plus de 2 bonnes semaines. Ah ouais, ouais, d'accord. Ok. Et qu'est-ce que t'as retrouvé finalement dans cette maison? Pas grand-chose d'intéressant parce que bon, une fois que la maison est remplie comme ça, les gens n'ont plus accès à leurs commodités, n'ont plus accès à l'entretien de la maison, donc c'était une vraie passoire. Il pleuvait partout dans la maison, donc on a retiré énormément de choses pourries, détruites.
mais on a retrouvé un peu de tout, que ce soit des souvenirs de vacances, que ce soit les récupérations d'héritage des anciennes générations, c'est beaucoup des papiers, beaucoup de la lecture, de la vaisselle en abondance, du détritus en tout genre, donc c'est vraiment très varié. Un vrai syndrome de Diogène, alors ce qu'on appelle un syndrome de Diogène, c'est quoi? Le syndrome de Diogène, donc c'est un problème psychologique. Ça, je pense qu'il faut aussi bien faire la distinction. Je pense que maintenant, dans le siècle où on vit, les gens doivent quand même prendre conscience que il y a des gens qui développent un problème, qui est le syndrome de Diogène. C'est souvent dû à un décrochement social, accompagné de... ils ont eu un choc émotionnel dans la vie ou un problème de santé important. Ils se sont isolés et voilà, toute intrusion chez eux est compris comme une invasion. Et c'est très difficile pour eux d'accepter que quelqu'un rentre chez eux pour travailler. Parce qu'ils veulent tout garder et que c'est important pour eux de garder tous les souvenirs. C'est pas une question de souvenirs. Ici, sur le syndrome de Diogène, on est vraiment sur de l'accumulation de déchets. On est sur un délaissement de sa propre personne. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, ce que vous mangez, ce que vous buvez, vous le jetez par terre. Vous remplissez d'abord la table, le canapé, le plan de travail, et puis alors après, vous commencez à masser par terre. Tu en as déjà rencontré qui ont ce syndrome-là et chez qui tu vas travailler? Bien sûr, ouais. je fais des biais où ce sont les personnes même qui ont le syndrome de Diogène qui ont fait la démarche courageuse de m'appeler. Okay. Et c'est un service de réhabilitation où la personne continue à vivre dans son appartement après qu'on ait tout requinqué. D'accord. Et comment ça se passe alors, cette discussion avec eux? Est-ce que tu leur demandes le pourquoi du comment ou t'évites le sujet? Le plus difficile, une fois qu'ils arrivent à prendre contact avec moi, c'est de pouvoir venir faire le devis. Dans un premier temps, ils veulent parler, ils veulent montrer leur malaise parce qu'ils en sont conscients. Il y a quand même une forme de gêne ou une forme d'impossibilité à un certain moment d'accomplir certaines choses. Donc, s'ils ont une visite du propriétaire ou du service des eaux ou de l'eau et que c'est plus accessible, ils sont obligés de trouver une solution. D'accord, ok. Donc à ce moment-là, le plus difficile, c'est d'arriver à les convaincre de rentrer chez eux. Ok. Une fois qu'on est rentré, on brise la glace. Ouais. Et alors, un dialogue s'installe et si ça convient, le travail se fait. D'accord. Il faut les convaincre alors que vous n'allez pas dénaturer le lieu. Je suppose qu'ils sont quand même attachés à leur lieu de vie. Ils sont attachés à certaines choses, donc ça de toute façon, ce n'est pas à moi qui ne suis qu'un exécutant de dire et de juger ça vous gardez, ça vous ne gardez pas. La personne reste entièrement libre de dire je garde ça. Ok. Ce n'est pas à moi de dire ça vaut rien ou c'est pas bien ou c'est bien, c'est pas. Et ils t'accompagnent alors pendant le nettoyage pour te dire oui, ça je garde pas? Oui, ceux qui sont sur place sont là, oui. Ok, c'est pas trop dur ça, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent garder aussi des choses dont ils serviront plus jamais en fait. Oui, c'est vrai, on a un petit dialogue qui s'installe avec eux quand même. Hein, on leur dit voilà, est-ce que vous pensez que... Bon, généralement, au début, les premières heures, c'est difficile. L'après-midi, c'est plutôt moi qui les freine un peu, dire oh, bon, si vous jetez tout, il n'y aura plus rien. Ouais, c'est ça. Un petit peu, une fois qu'ils voient qu'ils ont leur qualité de vie qui augmente au fur et à mesure qu'on travaille, ouais. Ils reprennent vigueur, ils sont de mieux en mieux, et puis alors ils reprennent un petit peu conscience de ce qui se passe. C'est pour ça que tu fais ce travail, c'est pour leur redonner un rythme de vie sain. Oui, c'est vraiment gratifiant. Ouais, c'est vraiment gratifiant. On peut aider un peu des gens qui ont vraiment de très lourds problèmes sur le côté, que ce soit émotionnel, psychologique ou physique. Comment t'as décidé de te lancer dans ce taf-là? Tu faisais quelque chose d'autre avant? Oui, j'ai toujours été indépendant et vraiment très gros contraste. Moi, j'ai travaillé 20 ans comme indépendant en forêt.
Donc je faisais les entretiens, je travaillais pour tout ce qui était région wallonne, etc., etc. Dans la nature alors. Voilà, c'est ça. Et un beau jour, bon, malgré que c'était un très beau métier, j'en ai eu marre. Moi, j'ai eu envie de passer à autre chose. Je savais pas trop quoi, et ça a pris un peu le temps. C'était une réflexion sur 1 ou 2 années, et puis j'avais pas vraiment d'idée. Et alors, j'ai découvert une émission comme ça sur Nettoyeurs de l'extrême dans le nord de la France. Je me suis dit, ça a l'air pas mal. J'ai commencé à creuser le sujet, etc. Et puis ça t'a plu? Je me suis lancé. Ok. Alors, comment est-ce qu'on se prépare bien, finalement, à tout ça? Il y a un équipement à avoir, je suppose. Oui, tout à fait. Bon, on rentre quand même des fois dans des milieux qui sont quand même assez chargés, en crasse, en bactéries, en insalubrité, etc. Donc, ou parfois l'humidité, les champignons, etc. aussi. Donc, oui, il faut mettre ses EPI, donc ces équipements de protection individuelle. Qui comprend des salopettes, des masques respiratoires, etc., etc. Donc, dans certaines situations, c'est vraiment approprié. Un équipement approprié, c'est quoi? C'est le masque, c'est carrément des gants, une combinaison complète? Ça va dépendre de la situation. Parfois, simplement, la salopette suffit. D'autres fois, les odeurs sont insupportables. Donc, là, on met un masque. Donc voilà, ça dépend vraiment. Des fois, ça dépend dans quoi on doit chipoter, mais on a des gants latex sous les gants normaux. Elles sont dues à quoi ces odeurs? C'est de la nourriture qui a pourri. Oui, on est sur de la putréfaction. Donc il y a de la décomposition de nourriture. On a généralement il y a souvent un ou plusieurs chats, chiens, donc qui font également leurs besoins à l'intérieur du biais. Donc des fois tout ça qui s'accumule l'un dans l'autre. Les frigos sont délaissés aussi. Bon, ça, forcément, une fois qu'on les ouvre et qu'on doit les nettoyer et ou les évacuer, c'est des vraies bombes. Ouais, c'est ça. C'est quoi le pire endroit, justement? La pièce que tu redoutes à chaque fois lors d'un nettoyage? Je pense que ça reste comme le frigo. Hein. Ce sont des champions. Hein. Ils sont pas détrônables. T'as déjà retrouvé des rats et d'autres choses comme ça, des parasites dans ces frigos-là? Les rats font partie de notre quotidien. Ouais. Je pense qu'on en voit chaque semaine. Quotidien, hein. Chaque semaine. Chaque semaine, qu'ils soient vivants ou morts, on en voit. Ok, d'accord. Donc il y a aussi la possibilité d'avoir en parallèle des dératiseurs avec vous. Vous travaillez de concert alors? Tout à fait. Je travaille avec une société qui s'occupe de la dératisation, la désinsectisation, parce qu'on a aussi énormément de puces, de cafards, de punaises de lit. C'est en pleine expansion. Je pense que les gens devraient vraiment un peu s'en inquiéter. S'en inquiéter, ouais. Alors, en parallèle de tout ça, je me demandais, donc le frigo, mais les salles de bain, ça doit être assez horrible aussi. C'est un endroit où on se nettoie, et finalement, il y a beaucoup aussi de déchets dans ces salles de bain-là. C'est pas un endroit qui reste un peu plus préservé? Oh non, pas du tout, non. Pas du tout. Non, les déchets sont pires. Hein. Ce sont les déchets qui ont attrait... Justement, à la désinfection, c'est ça, aux déjections, ouais. Généralement, la douche a été transformée en zone de stockage, donc les gens ne se lavent plus. Ah oui. Les toilettes ne sont jamais nettoyées, donc on les retrouve des fois dans des états incroyables. Quand elles sont bouchées, des fois c'est très compliqué, on doit les enlever. Hein. Elles doivent être jetées aussi avec les déchets, quoi. Ouais. Ok. Il y a des gens alors qui ne savent même plus tirer la chasse, quoi, finalement. Oui, tout à fait. Faire les besoins journaliers, ça devient de l'improvisation. Ah ouais, ok. Oui. La première fois que tu as vu ça, t'as ressenti quoi? Je me suis dit, mais j'étais habitué à mes forêts et mes grands espaces. Je suis rentré là dans un espace confiné. Je me rappelle de mon premier syndrome de Diogène qui était sur Serein. Et je me suis dit, mais mec, qu'est-ce que tu fous là? Je me suis dit, voilà. Comment t'arrives à vivre là, quoi? Qu'est-ce que tu fous là, mec? C'est moi. C'est moi. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Par rapport... je termine, je sors de la forêt, j'arrive sur mon premier devis dans un truc comme ça, je me dis mais... Ça change quoi, ça change, ouais. Qu'est-ce que tu fais, gars? Je me suis dit ça. Et puis, j'ai tout de suite ressenti ce challenge. Je me suis dit, voilà, il faut vider ça, quoi. Il y a ton tempérament un peu maniaque qui est remonté. Voilà. Ok, très bien. Donc,
finalement, au premier syndrome de Diogène, c'était pas la création de ton entreprise en 2019. Ça a pris un peu de temps avant d'avoir le premier syndrome. C'est quand même venu assez vite. Ah ouais, ok. C'est quand même venu assez vite, ouais. C'est la plupart de tes nettoyages, en fait, le syndrome de Diogène. Je suis quand même pas mal là-dedans, oui. Okay. Maintenant, bon, j'ai aussi un peu des missions annexes. Hein. Le gros chiffre aussi, c'est le désastre locatif. Hein, ouais. De plus en plus de bailleurs ont des problèmes avec leurs locataires. Donc, où le désordre s'installe par le syndrome de Diogène, par l'accumulation, par les moyens limités de vie parfois. Donc là, on retrouve un petit peu de tout. D'accord. Et alors, je suis aussi sur le désencombrement classique. Donc c'est un peu moins sale, de temps en temps, ça fait du bien. Des caves en bordel, voilà, des greniers. Si vous avez une cave à vider, un grenier, votre abri de jardin, préparer la terrasse pour le printemps, bon bah je suis là aussi. Ça, tu le fais aussi, voilà. Quoi. Ok, c'est un peu plus safe, tu tombes moins cool, sur des. C'est un peu moins, voilà. C'est une promenade de santé, hein, comme on dit, par rapport à des syndromes un peu plus. Oh, ça dépend. Une bonne cave bien blindée. Ouais, ça peut être aussi un peu. Il y a moyen de faire son sport. Les gens accumulent beaucoup en fait. Hein. Oui. Énormément. Totalement, oui. On dit alors qu'une année de vie, ça correspond à combien de tonnes de choses achetées, de kilos? C'est très compliqué à dire parce que bon, on tombe vraiment sur des cas différents. On tombe sur des gens qui stockent sur le côté par manque de place. On a des gens qui se réfugient dans ce confort matériel parce qu'ils sont délaissés. Parce qu'ils n'ont plus la famille autour d'eux, ils n'ont plus d'amis, ils se sont isolés. Alors, ce qu'ils achètent, c'est leurs affaires, c'est leurs choses. Alors, ils accumulent. Maintenant, on a aussi des grosses maisons à vider. On est sur de l'intergénération. Plus vous montez, plus vous avez... les affaires du grand-père, voilà, les affaires du père. Vous avez les grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents. Ouais, d'accord. Tu me parlais donc du fait que tu faisais aussi les appartes de personnes décédées. Oui. Alors là, la famille est présente ou pas du tout? Ça dépend aussi parce que bon, là on retrouve aussi plusieurs manières de fonctionner. Donc c'est-à-dire soit on a retrouvé un corps en décomposition chez lui. Donc là, ça va un petit peu dépendre aussi de est-ce que c'est la famille, est-ce que c'est le propriétaire, est-ce que bon, des fois on a déjà retrouvé des gens chez eux où on a dû intervenir entre 2 semaines et 6 mois. Donc 6 mois, il n'y a pas grand monde qui se tracasse de cette personne-là. Ouais. Alors la deuxième partie, c'est on intervient aussi sur tout ce qui est suicide, suicide violent. Donc là où tu ne les vois pas. La police est déjà arrivée. Moi, je viens après enquête. Ouais, c'est ça. Tu viens après. Oui. Mais tu dois certainement voir justement les endroits qui ont été donc. Tout à fait, oui. Ouais. Et je vais sur place pour les nettoyer. Ok. Comment est-ce qu'on nettoie ça? Parce qu'il paraît qu'il n'y a rien de pire que l'odeur de la mort. Moi, j'ai jamais senti quelqu'un de décédé. Des animaux, oui. Oui. Alors ça ressemble un peu, d'après ce qu'on m'a dit, mais lorsque tu arrives là, il faut employer des moyens logistiques quand même assez importants pour faire partir ces odeurs-là et cette crasse-là de la décomposition. Tout à fait. Oui, ce sont des odeurs qui sont très très difficiles à enlever. Hein. Ouais. Donc là, on a déjà quand même des produits, des désinfectants, des décontaminants très puissants. Donc ça, c'est déjà une chose. On a aussi ce qu'on appelle des osmoseurs qu'on branche quand on n'est pas là et qui trient l'air, etc. Mais de toute façon, il faut se débarrasser de tous les objets qui ont été en contact avec ça, quoi. Il faut les jeter. Oui. Ouais, ok. Totalement. D'accord, donc divans, je suppose, des lits. Oui, ça arrive des fois de devoir découper un morceau de plancher, un morceau d'escalier. Ah oui, carrément. Ah oui, parce que les personnes sont décédées là, alors. Une fois que c'est du bois, le bois reste quand même poreux, donc ça rentre dedans. Plus le laps est long entre le décès et la trouvaille, et plus c'est imprégné. Donc là, une fois que c'est du bois, c'est très compliqué. T'es souvent appelé par la police pour, par exemple, des affaires de crimes non, ou jamais. autres? Non, jamais. Non. Ça, tu fais pas alors? J'aimerais bien, mais
C'est pas encore d'actualité. Peut-être un jour alors. Pour faire partir d'ailleurs le sang, il paraît que c'est vraiment très compliqué. Il faut surtout être très minutieux. Parce que ce sont quand même bon, une fois qu'il y a eu un suicide dans une maison, c'est quand même quelque chose de très émotionnel pour la famille. Et il faut être absolument sûr et certain qu'il ne reste rien. Pas la moindre gouttelette nulle part. Et les projections sont quand même assez importantes. Donc il faut être très très minutieux dans son travail. C'est ça, ok. Et en parallèle de ces décès, alors il y a des animaux, je suppose, qui n'ont pas été nourris pendant des semaines, des mois. Oui. Tu as déjà retrouvé justement des animaux décédés dans des animaux morts Oui, ouais, totalement. C'est déjà arrivé. Oui. Des animaux de compagnie alors Oui, il y a des chats, des chiens, tout genre d'animaux maintenus dans des cages. J'ai retrouvé des oiseaux, des chinchillas, des cobayes. Les familles, elles te disent quoi après ces nettoyages? Généralement, elles sont très reconnaissantes parce que elles ne savent pas s'occuper de ça parce que la plupart du temps, quand la famille me contacte pour un syndrome de Diogène, c'est parce que c'est la vieille tante qu'on n'a plus vue depuis autant de temps, ou alors chaque fois qu'on vient frapper à la porte chez maman, elle en trouve juste la porte et puis elle sort, ou alors c'est toujours maman qui vient à la maison mais jamais l'inverse, et puis alors un jour ils ouvrent la porte et c'est le choc. C'est le choc, et alors à ce moment-là ils t'appellent quoi. Voilà, et ils sont totalement, vous savez, c'est la maison dans laquelle vous avez vécu toute votre vie, et puis alors vous arrivez, vous tombez sur un mètre de déchets partout, c'est le choc. Ouais. Les familles ne savent pas trop poigner là-dedans parce que elles n'ont pas le recul, elles ont l'émotion. Nous, on est cette barrière. C'est ça. Où on peut dire, voilà, on prend au liquide. C'est un métier très utilitaire finalement que tu fais, et, empathique aussi pour les familles, de le faire à leur place finalement. Oui. Ouais. Il y a énormément de familles qui le font d'ailleurs, et ça marque, je suppose, psychologiquement, ça doit pas être. Ce n'est pas facile. Ouais. Il y a une approche que tu fais qui n'est pas la même que lorsque c'est ta famille qui doit venir nettoyer Bien chez sûr. toi. C'est aussi être un peu assistant social finalement, ce que tu fais. Je ne vais pas voler leur travail, ça c'est sûr, mais il y a quand même un petit peu, il faut quand même se montrer d'une certaine empathie, d'une certaine compréhension. Il ne faut jamais être dans le jugement. Ouais. Ça c'est le mal absolu. Il faut pas poser de questions non plus. C'est comme ça, c'est comme ça. Écoutez, madame, c'est un mauvais moment de votre vie. Moi, je viens voir ça pas de jugement, comme monsieur qui vient changer une ardoise sur le toit ou monsieur qui vient faire l'entretien de la chaudière. Et les gens sont un peu gênés de te montrer leur vécu comme ça à travers leur lieu de vie? Au début, oui, très. Et puis alors, il y a cette approche, il y a ce dialogue qui s'installe. Et puis, généralement, la confiance s'installe. Et puis alors, ils sont prêts pour la suite. Qu'est-ce que t'aimes le mieux dans ton métier? C'est quand même de se dire que tous ces déchets qui sont accumulés partout retrouvent en fait la voie de là où ils doivent aller. C'est quand même, voilà, c'est ça. Ils vont au tri, ils vont au recyclage, ils vont là où ils doivent être. On a l'impression d'arracher des tonnes et de les renvoyer là où il faut et d'augmenter la qualité de vie de tout le monde, de ce monde en fait, quand même, quand on y pense. Oui, tout à fait. Dans ces cas-là, alors tu tries les déchets d'ailleurs? Pas toujours, ça dépend un peu, mais non. Généralement, c'est assez arbitraire, on jette tout et ça part en sorte de tri. Parce qu'à un moment, il faut quand même être efficace dans ce genre de lieu. Parce qu'il faut bien que les gens se rendent compte, les déchets peuvent atteindre carrément 1 mètre. Oui, 1 mètre, voire plus. Ça arrive, quoi. Oui. Ça peut être l'entièreté d'une pièce. L'entièreté d'une pièce. Ça peut être l'entièreté d'une pièce dans laquelle ils ne vont plus. T'as déjà ouvert une porte avec des déchets qui tombent vers toi, quoi. Oui, il faut commencer à entrouvrir la porte, essayer de gratter ce qu'on peut pour ouvrir la porte de plus en plus. Ok. Jusqu'à un moment donné, on va faire sauter la porte. Et puis alors là, on a accès. C'est quoi l'objet le plus fou que t'aies retrouvé? C'est difficile parce que ça peut toucher à énormément de choses. Ça peut
Ça peut. Oui, j'ai le souvenir de retomber comme ça inopinément sur des choses que les gens tiennent, qui pensent que c'est perdu. De dire bon, on a déjà retrouvé des alliances ou des chevalières au milieu de ces tonnes de déchets que les gens ont dit écoutez, s'il y a moyen, essayez de retrouver ça. Et le rendre, il faut des yeux. Ils se disent c'est pas possible. Mais si on l'a retrouvé quoi. C'était une aiguille dans une botte de foin. Une aiguille dans une botte de foin. Bon, ça c'est parfois aussi un peu de chance et de hasard, mais. Ouais. Mais. C'est Voilà. souvent les alliances alors et des choses qui touchent un peu au sentimental quoi. Ça dépend, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être une vieille dame qui veut récupérer sa crèche qui est enfouie. Ça peut être n'importe quoi. On va continuer avec d'autres questions. D'accord. Tu le fais seul ça? Je le fais avec un ouvrier. Ok. Et cet ouvrier, alors, évidemment, vous le faites à deux. Les nettoyages se passent à deux. Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut être à deux? Tout seul, c'est tout seul. Hein. On se retrouve des fois aussi dans des situations ou dans des maisons. Quand on nous demande parfois de vider un squat ou une maison qui est abandonnée depuis 10 ans, des fois l'État, on ne sait pas non plus. C'est quand même compliqué. On sait pas non plus, on sait pas ce qui peut se passer. Au travail aussi, des fois, on est beaucoup dans certains coins de la ville aussi qui sont un peu moins top. Donc, et puis bon, il y a aussi cet aspect quand même. Tout seul, c'est quand même un peu déprimant quand même aussi. Hein. C'est super une fois qu'on commence à vider, à nettoyer, de se dire, oh bah ouais, lui il a fait ça, boum, on se rejoint. On concrétise les objectifs. Un squat, donc ça veut dire que tu fais aussi les squats, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Ce sont les propriétaires ou la commune alors qui te dit venez nettoyer les propriétaires qui veulent et qui tentent, tant bien que mal, de remettre la main sur leur bien. D'accord, ok. Pas évident ça non plus. Je suppose que tu dois avoir voilà, des folies aussi dans ces lieux-là. Ou c'est souvent la déchéance humaine, oui. Ouais. Malheureusement. Tu les croises d'ailleurs? Non, tu le fais en journée et du coup il n'y a plus personne, ils t'appellent quand il n'y a plus personne? On me croise quand il n'y a plus personne. C'est déjà arrivé de tomber inopinément sur des squatteurs sur un autre chantier qui n'était pas spécialement un squat, quoi. D'accord, ok. Et du coup tu leur dis quoi alors à ce moment-là? Je me suis dit que c'était pas ma mission. Je dis au propriétaire, j'ai arrangé ça, je verrai quand c'est réglé. Ah oui, bien vu. Ok, ça t'évite pas mal d'emmerdes. Voilà, c'est ça. Ok, et donc les squats, c'est compliqué à laver ou? Déjà, ce sont des biens qui sont déjà relativement dégradés et une fois que les propriétaires remettent la main dessus, ça va être pour le mettre en travaux. Donc bon, généralement, déjà on les vide, c'est déjà bien. D'accord, et ensuite ils les rénovent alors généralement. Oui. Hein. C'est en vue d'être rénové, quoi. Tout à fait, oui. Tu parles des lieux où tu agis, c'est généralement des lieux un peu à l'extérieur des villes, en banlieue, etc. C'est généralement ça? Non, il n'y a vraiment pas de comparé aux préjugés de certaines personnes, parce que bon, des fois, quand je parle avec quelqu'un qui habite à la campagne, oh, mais ça, il n'y a pas chez nous. Si, il y en a partout. Je suis appelé vraiment partout. Lorsque tu fais un nettoyage aussi, il y a, je suppose, des règles de priorité. Lorsque tu arrives dans un lieu, comment ça se passe? Tu te dis, ok, on va commencer par là. Qu'est-ce qui définit par où tu vas commencer? Et qu'est-ce que tu conseillerais finalement aux gens pour bien nettoyer leur maison? Alors ça, c'est une question que beaucoup de gens me posent. C'est, mais comment est-ce que vous faites pour vous organiser pour commencer? Il y a beaucoup de chantiers où on commence comme on peut. On commence à la porte d'entrée. Donc, de toute façon, il faut tout vider. Il faut vider soit la totalité du contenu, soit tout ce qui s'en va avant de pouvoir nettoyer. Ça, de toute façon. Okay. Donc, on commence par l'évacuation. Et comment est-ce qu'on fait un tri entre cet objet-là, je le garde, cet objet-là, je le garde pas? Il faut se poser quelles questions? Si la personne n'est pas là pour le dire et le définir, ça va au feeling. Au feeling, d'accord. Ouais. Au feeling de, tiens, est-ce qu'on se resservira finalement de cet objet-là? C'est ce qu'on fait pendant un déménagement. Ça dépend un peu ce que la personne va demander. Parce qu'on peut avoir, par exemple, j'ai une dame qui va m'appeler parce que son papa est hospitalisé, il faut mettre de l'ordre dans la maison, réhabiliter parce que bon,
il y a peut-être plus trop de cohérence dans tout ce qui est rangé, etc., etc. Donc là, on va rapporter cette cohérence. On va rapporter, voilà, les choses qui doivent être dans la cuisine vont retourner dans la cuisine. On va remettre des bibelots sur les meubles. On va un peu essayer de réagencer quelque chose de bien et d'agréable à vivre. D'accord, mais la priorité, c'est d'abord de jeter, je suppose. Oui. Oui. D'abord jeter, ensuite réagencer. Oui. Et tu fais du réagencement aussi. Oui. Quand tu quittes un lieu, en fait, il est habitable et tout a retrouvé bien sa place, quoi, finalement. Bah, ça va un peu dépendre aussi. Ça va dépendre aussi de ce que la personne veut et du budget qu'elle y attribue. Oui. Voilà. Il y a différentes formules, je suppose. Voilà, oui, il y a certaines personnes qui ce sont souvent des devis détaillés. Voilà, l'évacuation c'est un poste, le nettoyage c'est un autre, et les gens ont le choix de dire ben voilà, on fait tout, ou on fait qu'une partie, ou on fait ça nous-mêmes, voilà, ou alors des fois il y a autant de mètres cubes à évacuer et puis quand on arrive sur place, ben, les gens ils ont dit ben on a déjà fait quelques trajets au parc à conteneurs donc il y a moins à évacuer. Bon, c'est toujours un peu, je veux dire, très aléatoire. Et ça dépend de ce que, oui, de ce que les gens veulent. D'accord. Et certaines personnes te demandent une seule pièce, par exemple. Oui, ça arrive, oui. Tu parlais des caves, des greniers. Oui, ça arrive. Et ça t'arrive de te dire, mais en fait, j'aimerais bien continuer parce que oui, le reste est en désordre aussi. Oui, Ouais, totalement, totalement. Bon, on le sous-entend quand même toujours un petit peu, ou dire je pourrais repasser. Bon, maintenant, le client reste le roi, quoi. Toi qui es un nettoyeur professionnel, oui. Qu'est-ce que tu conseillerais pour ne pas accumuler justement des choses et se retrouver face à des caves super engorgées, des greniers où il y a plein de trucs Mais en termes de déchets, bon, il n'y a rien à faire. C'est quand même de les évacuer semaine par semaine. Ça, c'est quand même l'ABC, quoi. Il y a beaucoup de gens qui, encore, même au jour d'aujourd'hui, ne sont pas capables de trier leur PMC. Alors quand ils commencent comme ça, ben, les PMC ne prennent pas les poubelles, alors on les remet chez soi. On veut trouver une solution, mais il n'y en a pas, et puis alors ça commence, ça accumule. Ok. Donc il faut bien trier ces PMC, il faut bien les jeter. En fait, il y a un déclic à un moment où t'arrives face à trop de crasse et du coup, t'es découragé de le faire finalement. Tout à fait, oui. Bah écoutez, voilà, on a tous notre vie, on a tous nos problèmes, et bon, à un moment donné, il y a une accumulation quelque part, il y a laisser tomber de la motivation et bon, ça devient un cercle infernal pour beaucoup de choses. Il vaut mieux un petit peu tout le temps. Ouais. Un gros coup à un certain moment et devoir t'appeler finalement. Voilà, ben c'est ce qu'on essaye un peu. Ça te fait du boulot, hein, mais. Ah oui, bien sûr, ça fait du boulot, mais bon, je veux dire, voilà, on essaye toujours de sensibiliser aussi notre client, de lui dire, écoutez, voilà, c'est bien, vous êtes content, on a bien bossé, mais ça vous a coûté de l'argent. C'est ça. Essayez d'y penser. T'as déjà dû retourner dans un lieu que t'avais déjà fait? Oui. Comment ça s'est passé, ça? T'as rencontré le propriétaire ou bien la personne qui y vivait pour lui dire « Écoutez, madame ou monsieur, il faut être plus... » Non, moi je n'ai pas cette barrière-là. Je dis moi c'est un client, c'est un client. C'est ça, et voilà. Ok. Je leur passe une deuxième fois, ben tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi. Ouais. Mais je veux dire voilà, ils sont peut-être un peu moins, malgré tout, ils sont moins gênés que la première fois. Ah. Parce qu'on connaît l'équipe. Okay. Mais bon, voilà, faut essayer d'éviter ça, mais. En fait, pour soigner un syndrome de Diogène, il faut vraiment voir. C'est compliqué. Voir c'est très compliqué, ouais. Ou un psychiatre même. Enfin, en tout cas, se faire suivre. Quoi. Ben, c'est un déclic. Je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, on a vraiment une solution pour ça. C'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué pour les familles aussi. Ouais. C'est très pénible. Il faut vouloir s'en sortir, hein, voilà. Comme toutes les maladies un peu pathologiques. Tout à fait, oui. Ok, d'accord. Et donc, lorsque tu es retourné dans ce lieu, c'était tout aussi crade? Oui, c'était pareil. C'était pareil, ok. Ouais. En combien de temps? Un an et demi. En un an et demi, alors, c'était redevenu crasseux, quoi. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais, finalement, pour que ce soit jamais le cas aux gens qui nous regardent? Donc ici, nous, ce qu'on fait toujours, c'est on essaye de conscientiser la personne ou la famille que la personne soit aidée. Donc c'est-à-dire que, bon, on leur explique quand même, voilà, c'est un syndrome de Diogène, il va y avoir une rechute, c'est sûr. Donc il faut mettre en place des aides. Donc on essaye un peu de travailler avec les gens
pour les conscientiser à ce qu'ils fassent appel à une assistante sociale, à ce qu'ils fassent au service de nettoyage. Et par exemple aussi, un truc qui est très efficace aussi, c'est les repas à domicile. Il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas, qui ne veulent pas y penser, parce qu'ils ont cette image, c'est le CPS. Et ils ont cette image, oh, moi je veux pas être au CPS, mais commander les repas à domicile, c'est pas être au CPS. Oui, c'est ça, c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé pour avoir un service qu'ils ont besoin. Et ça, je pense que les gens n'ont pas encore ce déclic. Ça aide en quoi alors ces repas à domicile? Le repas à domicile, il est livré, il est repris. Ils accumulent pas les déchets chez eux. C'est ça, ok. Donc ça, c'est déjà quelque chose de bien. Et alors derrière, il y a un suivi par les petits services. Tu as l'air de dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes défavorisées qui font appel à tes services. C'est la majorité de ta clientèle? Défavorisés, je ne dirais pas défavorisés, je dirais qu'ils se sont mis eux-mêmes dans des situations qui sont devenues inextricables. Je vais prendre le cas du syndrome de Diogène. Le syndrome du Diogène n'est pas du tout lié à l'argent. Ce n'est pas du tout, ce ne sont pas des gens qui restent chez eux à ne rien faire. C'est ça. Moi, j'ai eu beaucoup de syndrome de Diogène. C'était j'ai eu un homme d'affaires, j'ai eu une urgentiste, j'ai eu une assistante sociale, j'ai eu de tout. Il y a évidemment ce syndrome, mais il y a aussi des accumulateurs. C'est pas exactement la même chose, mais ce sont des gens qui vont garder des souvenirs, etc. Il y en a beaucoup, ça, dans ta clientèle? Il y en a pas beaucoup parce que ce sont quand même des situations d'exception. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle la silogomanie. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est le terme scientifique des accumulateurs compulsifs. Donc les accumulateurs compulsifs, ils vont tout garder. Ils vont vous faire une pile, par exemple avec les gazettes, avec les publicités, ils vont remplir une pièce avec ça. Ils vont vous remplir le plan de travail en repliant tous les sacs du pain qu'ils ont été achetés tous les jours. Okay. Ils vont. J'ai eu une dame qui nettoyait ses canettes de coca et qui les rangeait dans des sacs poubelles. Wow, ok. Oui. Et bon, là, c'est comme très 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 compliqué de rentrer chez eux. C'est abominable en mètres cubes. Ça coûte cher en fait de nettoyer comme ça 100 mètres carrés. Ça a un prix. Maintenant, ça dépend aussi de l'encombrement, etc. On est fortement. Ça, ce que le grand public ne sait pas. Et c'est une question qui revient très régulièrement dans les devis, c'est que nous n'avons pas le droit de travailler avec les parcs à containers classiques. Nous, on travaille avec les décharges. Donc là, les évacuations sont payantes. Et on paye à la tonne. Tu as un prix, finalement, plus ou moins non. Au mètre carré? Non. Non, c'est vraiment très très... c'est très aléatoire. Ça dépend vraiment de la surface de la maison, ça dépend des voies d'évacuation et d'accès, ça dépend... Ce sera pas le même prix si vous accumulez 5 tonnes de déchets dans votre garage où je peux mettre ma camionnette contre le garage, ou si vous accumulez 5 tonnes de déchets dans un appartement au 12e. Ouais, c'est ça. C'est pas la même chose. C'est un métier qui est compliqué. On en parlait tout à l'heure. Oui. Il y a certaines fois où tu es confronté à des choses que tu aimerais simplement pas avoir. Tu m'en as cité quelques-unes. Oui. Et maintenant, tu me disais que tu en avais d'autres, des anecdotes. Explique-nous un peu. Malheureusement, on évolue quand même dans un monde qui est quand même triste, parce que bon, c'est quand même toujours malheureux d'en arriver à des situations comme ça, et donc par délaissement, on constate parfois des choses très malheureuses, quoi. Donc, ouais. Il y a aussi parfois, chez certaines personnes avec l'âge, etc., il y a aussi, en plus du Diogène, il y a de la démence qui s'installe aussi. Il y a de l'Alzheimer aussi. C'est parfois très compliqué. Donc, dans les anecdotes, j'ai une fois une vieille dame qui rangeait ses chats morts dans les tiroirs de sa cuisine. Donc ça, bon, c'est pas quelque chose d'anodin. Et t'as dû donc, laver tout ça, quoi. Ouais. Quand t'es tombé face à ça, ça a été quoi ton sentiment? Au départ, on s'attend pas vraiment à voir quelque chose comme ça quand on ouvre les tiroirs de la cuisine. Ça, c'est sûr. Donc bon, Et il y en avait beaucoup Je crois que c'était 4. Ah oui. Ouais.
Et elle les rangeait là, quoi. Elle les rangeait là, ouais. Dans un état de décomposition avancé, Oui, tout à suppose, fait. Oui, il y en avait déjà 2 qui étaient séchés. Hein. Ouais. D'accord, ok. Et toi, tu arrives face à ça, alors tu dois pas appeler les infirmiers ou quelque chose comme ça pour justement dire madame est quand même atteinte de démence, etc. Les infirmiers le savent déjà. Généralement, oui, ils le savent déjà. Il y a déjà un certain suivi qui est mis en place. Le cas ici, c'était une assistante sociale qui m'avait appelé, quoi. D'accord. Et qui savait pas du tout. Ah, je suis pas sûr qu'elle ouvrait les tiroirs, non. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Voilà. Maintenant, c'est le genre de situation qu'on règle en catimini, hein, où voilà, on vide les tiroirs, voilà, on dit rien. Ouais. C'est comme ça, c'est plus simple. C'est ça. Et il y a de la détresse humaine aussi Oui. avec des enfants. Ça t'arrive aussi d'arriver et de voir des familles alors qui sont dans des capharnaüm comme ça? Ça m'arrive, oui. Ouais. C'est parfois compliqué à constater. Et il faut faire ce qu'il y a à faire. Bon, des fois, je suis aussi appelé par certaines familles parce que s'il faut pas le nécessaire, les services sociaux viennent prendre les enfants. Donc on essaie de régler le problème. D'accord. Mais c'est vrai que ça touche. Ça te touche aussi, oui. Ouais. Ça te touche évidemment parce que ça doit pas être facile à vivre quand même de voir donc des enfants évoluer dans cette crasse-là, quoi. Oui. T'as toi-même des enfants? C'est ça, oui, j'en ai 3, oui. Ah ouais, donc en plus tu te mets certainement à leur place, quoi. C'est compliqué, ouais. C'est pas évident. C'est pas un bagage de garantie pour l'avenir. Donc, en tant qu'enfant, on doit pas voir ça parce que bon, ça touche quand même à l'éducation, quoi. Je veux dire, voilà. Ouais. Ils répéteront. Donc, et c'est vers là qu'il faut pas aller justement parce que l'insalubrité s'installe de plus en plus. Et donc il y a d'autres fois où tu dois appeler aussi la police pour certains nettoyages. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'appeler les services de police, oui. Donc, je me rappelle d'une fois où on a trouvé des armes à feu modernes. Donc, là, on a appelé les services de police qui sont venus les enlever. Il y avait ça et des munitions. J'ai aussi eu une fois une grenade aussi qui était dans une cave. Donc, c'était une moderne aussi. D'un monsieur qui faisait son service militaire et qui l'avait ramené. Donc c'est pas le genre de choses que je vais aller jeter à la déchetterie, quoi. Je veux dire, c'est un peu moyen. Il vaut mieux pas. Donc t'appelles la police et ils viennent désarmer en fait ces personnes-là, quoi. Oui. Ça m'arrive aussi de me présenter chez eux spontanément avec des munitions. C'est déjà arrivé aussi, quoi. D'autres anecdotes, un peu pour que les gens se rendent compte en fait de ton quotidien. Des fois, c'est simplement de voir la personne dans quoi elle vit, de voir qu'elle n'a plus accès comme tout le monde à l'eau, aux toilettes, à la douche, à l'électricité, parce que tout ça est délaissé. Et je pense qu'au XXIe siècle, c'est quand même quelque chose que tout le monde a droit, quoi. Donc il y a ça. Maintenant, parfois, j'ai peut-être aussi quelques autres anecdotes sympas aussi. J'ai nettoyé une fois le grenier d'une dame dans une très très belle maison et c'était pas du tout sale. Elle m'a vraiment appelé pour un travail très très propre. Mais bon, elle a divorcé, elle ne sortait pas bien. Et elle avait stocké au grenier, dans des caisses bien rangées, bien pliées, bien nettoyées et tout ça, tous les vêtements de ses enfants de 2 ans jusqu'à 14-15 ans, des beaux vêtements de marque, bien pliés, bien tout. Et bon, là, on a chargé une camionnette complète et on a été tout livré dans un orphelinat. Ça c'était vraiment gratifiant. Il y a des belles histoires aussi comme ça. Il y a des fois, ça t'arrive. Voilà, ouais. Ok, très bien. Et il y a des belles histoires aussi quand tu nettoies et les gens te remercient finalement. Je suppose que les remerciements doivent être chaleureux à certains moments. Oui, c'est sincèrement gratifiant. C'est sincèrement gratifiant. Il y a toujours, il y a souvent un petit geste de leur part. C'est vraiment sympa. Il y a des chantiers où il y a beaucoup d'émotions. Parce que vraiment, on a des gens qui sont vraiment au fond du trou, mais vraiment, et le fait d'avoir désencombré, décrassé tout ça, ils ont l'impression d'exploser, de revivre, de être comme tout le monde. Et ça, je pense que ça apporte énormément de bien.
Et quand on s'en va, qu'on ferme la porte, c'est vraiment une belle fin de journée. Il y a le credo, un esprit sain dans un corps sain, mais tu constates quand même qu'un esprit sain aussi dans un environnement sain. Oui. C'est quand même assez parlant Oui. de voir comme les gens se sentent mal finalement dans ces lieux-là. Mais tout à fait, parce que bon, il faut dire que vous avez votre journée comme tout le monde, avec vos bonnes nouvelles, votre lot de mauvaises nouvelles aussi. Vous avez le travail, vous vous ennuyez au travail, il y a ceci, il y a ça, il y a les ennuis de la vie. Et puis la seule chose des fois que vous pensez quand vous avez une mauvaise journée, c'est rentrer chez vous, c'est être bien. C'est bien, c'est quoi? C'est prendre une bonne douche, un beau souper, profiter de son canapé, de sa TV, de se relaxer. Et ces gens-là ne savent pas. Ils rentrent chez eux dans un foutoir phénoménal et ouais, ils doivent écarter les crasses pour s'asseoir. J'ai beaucoup de clients qui me disent que quand ils rentrent chez eux, ils pleurent. Ah oui. Et donc ça, c'est un constat qui est malheureux, qui est triste. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux gens pour faire appel à tes services ou au service de tes confrères? Qu'est-ce que tu leur dirais finalement? Ben moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont comme ça, qui sont dans la détresse, qui vivent ce genre de situation, mais par honte, ils osent pas appeler, ils veulent pas appeler. Mais on a évolué, on n'est plus comme il y a 10, 15, 20, 30 ans d'ici. On a évolué, ça existe, on le sait, et les gens doivent nous appeler. Ils doivent nous appeler pour régler la situation, parce qu'elle va pas se régler toute seule. La situation va être de pire en pire. Donc il faut t'appeler sans avoir honte. Comme tu l'as dit, t'es pas là pour juger finalement. Au moins, je veux dire, au moins avec moi, la honte, ils doivent la mettre de côté, parce que je vais chez eux comme le gars qui va réparer leur chaudière ou qui va remplacer une tuile. C'est la même chose. Ouais. Moi, je juge pas ça, voilà. Il y a des gens qui ont des parcours difficiles, c'est un mauvais moment. Il faut appeler pour s'en sortir. Super. Voilà. On se quitte sur ça. Pas de souci. J'espère que ça t'a plu. Oui, super. Merci beaucoup. Voilà, donc si vous voulez voir un peu comment il évolue dans son métier, eh bien, c'est sur CR Clean. T'es sur les réseaux sociaux aussi? Bien sûr, sur Facebook, oui. Ok, super. Et voilà, du support. On te souhaite en tout cas une bonne continuation. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu à vous aussi. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle histoire dans Snack. Je vous propose de vous abonner sur tous nos réseaux sociaux, sur nos plateformes de podcast également, pour être au courant de tout ce qui sort et pour nous soutenir. Ciao!